Mesdames et messieurs qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous du journal en français, le journal qui peut être également consulté sur notre compte de la télé Renaissance de YouTube. Et le titre pour commencer ce journal, on ne peut pas espérer une réconciliation où la justice n'a pas sa place. Monseigneur Georges Bizimana, évêque de la province de Bubanza, l'a dit lors de la 24e commémoration des massacres aux étudiants Hutus qui étaient à l'université du Burundi en 1995. Les familles devraient tenir compte de l'âge de ceux qui cherchent de l'emploi ménager. Le constat est que les mineurs sont employés sans tenir compte de la loi qui les protège. L'assistant du ministre de la fonction publique rappelle que les enfants de cet âge doivent être à l'école et non au travail. L'adhésion de la République démocratique du Congo dans la communauté de l'Afrique de l'Est serait très bénéfique pour les pays membres dans presque tous les domaines, y compris celui de la résolution des conflits entre les membres de cette communauté. Vous suivrez une partie des analyses et des invités du Club de la Presse de ce vendredi. Voilà pour les titres et dans un instant, le développement. Rebonjour, les rescapés de l'Université du Burundi lors des massacres des étudiants Hutus en 1995 affirment qu'ils ont été victimes d'un génocide. La preuve est cette tragédie qui n'a pas été le fruit du hasard. Elle a été minutieusement préparée par les camarades de l'ethnie Tutsi et par le gouvernement d'alors. Le représentant des rescapés dit qu'ils ont même vu le coup venir. On l'écoute. C'était un soir du dimanche, le 11 juillet 1995. L'irréparable a été commis à l'université du Burundi. Plus de 100 étudiants Hutus ont été sauvagement massacrés. Certains parmi ceux qu'on a partagé tous se sont retournés contre nous et ont commencé la chasse à l'homme. On n'avait aucune autre faute sauf d'être né Hutu. Cette tuerie visait à l'exterminer tous les Hutus de l'université du Burundi. Ils appelaient cela nettoyer le campus. On ne peut pas trouver un autre qualificatif. C'était un génocide. Surtout qu'il y a eu une planification. Dans cette période de conflit, une visite du Premier ministre a été prévue à l'université du Burundi. Le chef du gouvernement n'est pas venu, mais il a été représenté par le ministre de la Jeunesse et Sport, qui dirigeait d'ailleurs l'un des partis politiques qui organisait ce que l'on appelait Ville morte. Ces villes mortes ont fait tuer des milliers de Hutus dans différents quartiers de la ville de Bujumbura. Vous voyez bien que son ministre n'était pas venu à notre secours. Par ailleurs, même le Premier ministre qui le représentait n'était pas de nature à nous rassurer. Le ministre a tenu une assemblée générale des étudiants devant le pavillon 12 du Odéon. Il était avec le recteur d'alors. Nous lui avons bien signifié que nous sommes en danger de mort, qu'ils ont dit que nous sommes une saleté et qu'ils ont géré de nettoyer le campus. Le recteur d'alors a encouragé ceux qui voulaient nous tuer. Dans la langue française, il a utilisé ces mots. Vous avez le droit de vous entretuer. Ainsi, il termina son discours. Vous avez le droit de vous entretuer. En réaction à ces accusations, accusé le gouvernement d'alors d'avoir préparé le massacre contre les Hutus à l'université du Burundi n'est qu'une façon de le salir. Les rescapés qui l'affirment ne peuvent pas être jugés et partis. C'est la réaction du membre de ce gouvernement, Dr Alphonse Rugambarara. Selon ce dernier, en compagnie du ministre de la Défense d'alors, ils se sont rendus au campus Mutanga pour essayer de calmer les esprits. On l'écoute. Effectivement, j'ai été présent au campus Mutanga. Et ce n'est pas, comme le dit le représentant, ce n'était pas pour inciter les jeunes à se battre. Si j'étais représentant du gouvernement à cette époque-là, et le gouvernement, c'était le président Ivan Nganya, le premier ministre Nduwayo, et les ministres étaient de toutes origines, Hutu, Tutsi, de plusieurs partis. Et donc ça ne pourrait pas se comprendre que quelqu'un aurait été là-bas pour inciter les jeunes
à s'entretuer. Les événements ont commencé, vous savez dans quelle crise nous étions à cette époque-là. Vous savez que le CNDD avait déjà commencé à attaquer et la crise avait continué dans la ville de Bujumbura. Et il y a eu des affrontements entre les Gédébou, la Gérère, des sans-échecs au niveau de Ngagara. Et ces affrontements se sont continués au lycée du Saint-Esprit, où il y avait, je pense, une kermesse. Et je me rappelle qu'il y avait aussi 2 autres membres du gouvernement à ce moment-là, Shadrach Nyonguru et Ngedakuma Naïssa. Et la crise s'est déplacée parce qu'à ce moment-là, il y a eu des coups, il y a eu des blessés. Alain Yamite, je l'ai vu, il était blessé, et d'autres jeunes aussi. Et la crise a continué au niveau du campus Mutanga. Et je me rappelle que, à part le recteur avec lequel nous avons été, il y a eu aussi le ministre de la Défense qui a prononcé un discours et qui après s'est retiré. Un discours à l'endroit, en direction des jeunes Tutsis pour qu'ils ne commettent pas l'irréparable. Et je suis resté, j'ai circulé dans les dortoirs et c'était vraiment pour essayer de calmer la situation. J'ai aussi eu des témoignages de personnes qui sont membres du CNDD, FDD actuellement, qui ont dit à d'autres personnes, l'une d'entre elles je l'ai rencontrée personnellement, ils travaillent à la police, et qui m'ont dit que ma présence a pu les sauver. Et donc je demanderai à ce jeune homme-là de faire plus d'enquête sur ce que j'ai fait à ce moment-là. Ce n'était pas pour inciter les jeunes à s'entretuer, mais c'était vraiment pour essayer de ramener la paix entre ces jeunes-là qui étaient de même génération. Et malheureusement, nous devons déplorer ces morts. À propos de tous ces propos sans justice, il ne peut y avoir une vraie réconciliation. Ce sont les propos de Monseigneur Georges Bizimana, évêque de la province de Bubanza. C'était le 11 juin à l'occasion de la 24e commémoration des massacres contre les étudiants Hutus à l'Université du Burundi. Monseigneur Georges Bizimana dit qu'il est impensable qu'une personne puisse être tuée pour son ethnie. On l'écoute. C'est Dieu qui choisit l'ethnie d'une personne. Alors, pour quelle raison peut-elle en être victime? Puisqu'une personne a le droit de penser et d'adopter une attitude qu'il pense pouvoir aider la race humaine, pour quelle raison peut-elle en être victime? Quand les gens en arrivent à ce stade, le stade où ils considèrent qu'ils doivent tuer et contraindre à l'exil ceux qui ne sont pas de leur race, qui ne sont pas de leur famille, de leur ethnie, de leur région, ou qui ne partagent pas leur opinion, c'est un signe que nous avons atteint le fond en faisant du mal notre habitude. Je vous explique le sens du pardon pour ne pas le confondre avec autre chose. Le pardon ne signifie pas être ami-ami avec son ennemi jusqu'à être des intimes. Vous comprenez que c'est impossible. Il existe des choses impossibles, comme oublier le mal dont on a été victime, surtout quand c'est un mal horrible. Quand nous parlons de pardonner les autres, il y a surtout le plus important, c'est de s'engager à ne pas se venger. Mais dans le même temps, de tout faire pour que ce qui pourrait susciter de la rancœur soit écarté. Car c'est ce qui remue la douleur que tu cherchais à guérir. C'est pour cela que là où il n'y a pas de justice, il est difficile de se pardonner. Sans justice, c'est impossible de se pardonner, parce que l'injustice continue à davantage faire saigner le cœur. Nous poursuivons notre journal. Le gouverneur de la province de Makamba, c'est au sud du pays, demande à la population de procéder aux enregistrements sonores des sermons donnés dans les églises. C'était dans une réunion de sécurité organisée ce lundi passé. Selon Gad Niyukuri, certains responsables des différentes églises ont participé au mouvement qu'il qualifie d'insurrectionnel de 2015 et risquent de récidiver pour perturber les élections de 2020. Les politiciens burundais ne tiraient pas les leçons du passé, sinon la crise glissera sous la Deuxième République
l'île aurait appris pas mal de choses. C'est la lecture d'Alphonse Lugambarara, ancien ministre de la Jeunesse au Burundi. On suit. Cette réaction me fait penser à ce qui s'est passé durant la Deuxième République. Je crois que les hommes politiques au Burundi n'ont pas d'enseignement, ne tirent pas des enseignements de l'histoire passée. Au moment où il y avait la Deuxième République, je crois que les gens se rappellent de la crise qu'il y a eu entre l'État et l'Église. Et j'aimerais bien leur demander, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'ils veulent le même résultat que ce qui s'est passé lors de la Deuxième République? C'est à eux de répondre. Je pense que lorsqu'on se dirige vers, où on veut instaurer une véritable dictature, des faits comme ceux du gouverneur n'étonnent personne. Ça va dans ce sens-là. Et la dictature s'est installée depuis que la Constitution de 2005 a été complètement violée, depuis que les lignes directrices de l'accord d'Arusha n'ont pas été suivies. On a complètement mis de côté le processus de réconciliation et le processus de démocratisation. On est dans un processus de dictature. Cela, il faudrait que l'opinion nationale, l'opinion internationale véritablement le sache. Si on ne parvient pas à mettre un stop à cela, la dictature, qui est déjà une dictature sanglante, va être beaucoup plus meurtrière dans les années à venir. Et les signes avant-coureurs sont véritablement là. Et les enseignements qu'on peut tirer, c'est pour dire à ceux qui sont dans ce pouvoir-là, ce n'est pas la défense de la démocratie que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de détruire la démocratie par tous les moyens et de revenir au pouvoir que vous avez toujours critiqué, les pouvoirs dictatoriaux. Ça n'étonne pas, vraiment, ce qui se passe. Vous verrez encore d'autres choses beaucoup plus graves. Et donc, ces attitudes-là montrent véritablement que c'est une dictature d'un parti, dictature personnelle, vers laquelle nous nous dirigeons. Et ceux qui pensent que ces élections seront libres et transparentes, je pense qu'ils sont véritablement dans l'erreur. Et même si les élections se passaient et que le pouvoir est confirmé, la dictature sera encore pire. Société, pour continuer ce journal, beaucoup de familles au Burundi utilisent des enfants de moins de 16 ans dans les ménages, alors qu'ils devraient être à l'école. Les conventions de 138 et 182 que le Burundi a ratifié stipulent que l'âge d'admission à l'emploi ainsi que l'élimination des pures formes de travail de l'enfant doivent ainsi être respectés. Cette déclaration est de Didas Nzeimana, assistant du ministre de la fonction publique, à l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants. On l'écoute. Nous célébrons cette journée au moment où le Burundi a ratifié les conventions 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et à la convention 182 sur l'élimination des pires formes de travail des enfants. Pour cette année, l'Organisation internationale du travail propose le thème suivant. La seule chose qu'un enfant devrait faire travailler est son imagination. Pour notre pays, le thème proposé est la participation de la communauté à l'éducation de tous les enfants est importante. Le choix de ce thème n'est pas le fruit du hasard. En effet, malgré les mesures prises par le gouvernement en rendant la scolarisation gratuite, bon nombre d'enfants, au lieu d'aller à l'école, s'adonnent au travail dans ses pires formes. Pour toutes ces raisons, le gouvernement du Burundi lance un appel pressant à l'endroit des commerçants qui emploient des enfants travailleurs, spécifiquement des enfants travailleurs domestiques, de ne plus employer les enfants de moins de 16 ans, car, comme le stipule le Code du travail burundais, l'âge d'admission à l'emploi est de 16 ans. Des familles qui emploient des enfants pour le travail domestique, pour qu'elles cessent
de traumatiser les enfants, qui les aident, mais qu'elles acceptent de mettre à l'école ceux qui ont l'âge de scolarisation et dans des formations professionnelles, ceux qui ont une volonté d'exercer ces métiers. Aux fermiers et agriculteurs, d'abandonner les mauvaises habitudes et croyances visant à ne pas employer les personnes de plus de 18 ans. Et l'industrie qui est la source du progrès et le bien-être de la population dans tous les secteurs. Le secteur industriel permet la consolidation, la souveraineté nationale et l'autonomie stratégique d'un pays. Une industrie qui fait vivre beaucoup de gens. Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, l'a dit à l'occasion du lancement officiel de la 10e édition du Salon industriel au Burundi. Suivez le chef de l'État, Pierre Nkurunziza. À ce jour, nous procédons au lancement solennel des activités de la 2e exhibition industrielle annuelle. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à nos illustres hôtes. Au nom du peuple burundais, de son gouvernement et à mon nom propre, je remercie sincèrement les organisateurs, les participants, ainsi que les partenaires techniques et financiers. À travers cette implication multiforme, vous méritez notre gratitude pour avoir accepté de mettre à profit votre temps, vos compétences et vos expériences à l'aboutissement de ce rendez-vous. J'ai appris que non seulement l'industrie fait vivre un groupe de gens, mais aussi qu'elle consolide la souveraineté et l'autonomie stratégique d'un pays. Bref, l'industrie permet le progrès au quotidien dans tous les domaines de la vie d'un peuple. Elle est avant tout pour ce dernier une source d'histoire, de succès et d'histoire de fierté. Au regard de ce qui précède, nous sommes dans l'obligation de trouver toutes les solutions palliatives aux problèmes qui minent la croissance, l'innovation et la compétitivité de notre industrie. Le thème retenu pour cette 2e exhibition industrielle au Burundi, à savoir l'innovation, facteur déterminant de la compétitivité industrielle, servira sans doute d'inspiration et de matière de réflexion. Nous poursuivons encore le journal et l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC aura des effets extrêmement bénéfiques sur les pays membres de l'EAC, des effets sur le plan aussi bien économique que sécuritaire. Emmanuel Nkengurutse, homme politique, le dit à la suite de la demande de la RDC d'adhérer à cette communauté. Il y tient en outre ses propos au moment où le président congolais Félix Tshisekedi a rendu visite au Burundi ce vendredi. Emmanuel Nkengurutse était invité dans l'émission Club de la presse. Premièrement, un intérêt de paix, de sécurité et de stabilité régionale. Comme le disait mon ami Claver, tous ces mouvements-là, il y a un mécanisme, n'est-ce pas, de sécurisation et de rétablissement de la paix et de contrôle des frontières qui devraient être aménagées afin que la paix et la sécurité reviennent sur la frontière. Donc là, tout le monde a intérêt à ce que, effectivement, le Congo puisse adhérer à l'EAC. Puisque la question de la sécurité, c'est sur la frontière, avec la grande frontière que le Congo partage avec les 5 pays. Les 5 pays oui. Sur les 6, n'est-ce pas, qui composent l'EAC. Donc là, si on parvient à avoir un mécanisme pour établir la paix et la sécurité sur toute cette frontière, je crois que la sous-région en gagnerait beaucoup. Je vous fais remarquer que certains problèmes actuels du fonctionnement et du manque d'un véritable décollage de l'EAC proviennent justement de ces problèmes de sécurité. Si on résout ce problème-là de sécurité et qu'on rétablit la stabilité au niveau régional, je crois alors que le programme d'intégration pourrait marcher correctement. Et ça, c'est le premier intérêt, l'intérêt sécuritaire et de stabilité régionale.
Le deuxième intérêt, c'est un intérêt purement économique. Comme le disait mon collègue ici, c'est un marché, l'EAC, de 180 millions d'habitants, n'est-ce pas? Vous y ajoutez maintenant les 90 millions de Congolais. Ça vous fait combien? 270. Non, et voilà, 270, c'est même plus. Donc là, c'est un grand marché, un marché d'écoulement, un marché d'investissement, un marché d'emploi et un marché qui promeut donc la création de nouvelles richesses, de revenus et d'emplois. Et Dieu sait combien la République démocratique du Congo est riche en ressources de toutes catégories, y compris les ressources humaines. Félix Tshisekedi est un nouveau visage dans la communauté est-africaine et cela représente un avantage de certains car le nouveau président congolais nourrit des liens d'amitié avec pratiquement tous les pays membres de l'EAC. Il peut donc jouer un rôle important d'intermédiaire entre les pays en mésentente. L'analyse est de Claver Nyongulu, correspondant de la Voix d'Amérique dans la région de l'Afrique de l'Est. Il était lui aussi invité dans l'émission Club de la Presse de ce vendredi. Il peut être un catalyseur de bonnes relations entre ces pays, puisque lui, il est en bonne relation par exemple, il est en bonne relation avec Kigali, il est en bonne relation avec Bujumbura, donc il peut jouer aussi une sorte de médiation, même si c'est un jeune président qui a toujours besoin d'apprendre, notamment. D'aider en ce qui est de la gouvernance des États, mais il peut jouer un grand rôle en ce qui est de l'établissement de bonnes relations entre ces pays qui sont en guerre permanente. Et également entre le Rwanda et l'Ouganda, par exemple? Oui, dernièrement, je crois, c'était au mois de mars, Félix Tshisekedi s'est rendu au Rwanda. Avant d'aller au Rwanda, il était en Ouganda. Et en Ouganda, bien sûr qu'il a été reçu par le président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni. Et quand il est venu au Rwanda, il a été reçu par le Rwandais Paul Kagame. Donc, sûrement qu'entre Tshisekedi et Museveni, entre Tshisekedi et Kagame, des mauvaises relations entre le Rwanda et l'Ouganda ont été évoquées. Donc, il peut aussi offrir une sorte d'espace pour un dialogue permanent. Mais ce n'est pas que ces 4 pays, mais il y a également la Tanzanie et le Kenya qui, à certains moments, semblent ne pas être en de très bons termes. Oui. Est-ce que Tshisekedi peut être une bonne donne pour... C'est une bonne donne, comme je le disais tout à l'heure. Il est en bonne relation avec tous ces pays de l'EAC. Alors qu'entre ces pays de l'EAC, il y a des cassures internes. Donc lui, c'est un nouveau venu qui peut apporter une plus-value. Avant de clore ce journal, c'était bref sur l'épidémie de la rougeole qui a officiellement été déclarée en début de semaine en République démocratique du Congo. Elle a déjà provoqué la mort de 1500 personnes depuis le début de l'année 2019, a indiqué ce mardi le ministère de la Santé publique au Congo. C'est le ministre de la Santé, Oli Ilunga Kalenga. Il s'observe une recrudescence du nombre de cas suspects de la rougeole avec un total de 87 000 cas. Pour l'ONG Médecins sans frontières, les raisons de cette contamination massive sont d'abord une très faible couverture vaccinale, des problèmes logistiques pour maintenir la chaîne de froid dans les structures de santé, à quoi s'ajoutent les conflits et les déplacements. La RDC fait déjà face à une épidémie de virus à fièvre hémorragique Ebola, déclare le 1er août dernier dans le Nord Kivu et les territoires de Beni et Butembo. Voilà, c'est par cette brève du Congo que je mets un peu final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.